Ma famille a délibérément oublié ma cérémonie de remise de diplôme, alors sans réfléchir, j'ai changé de nom et ne suis jamais revenu. Et cette décision a tout changé. Le silence se fit total dans la chapelle lorsque la voix de ma mère déchira l'air. Ce n'était pas un murmure. C'était une accusation. Tu as changé de nom. Toutes les têtes se tournèrent vers moi. Mon père, ma sœur Vivienne, mon frère Benoît, ils me fixaient tous comme si j'étais une étrangère qui venait d'entrer. Les mains de ma mère tremblaient en tenant le programme des obsèques. Son doigt appuyait fort sur le nom inscrit sous la mention « Petite fille ». On pouvait y lire « Docteur Clara Rousseau ». Elle me regarda avec une dévastation pure, comme si je l'avais giflée juste là, devant le cercueil. Pour eux, ces 3 mots étaient une trahison. Ils pensaient que je l'avais fait pour les blesser. Ils pensaient que je l'avais fait pour les embarrasser devant nos parents en deuil. Mais ils avaient tort. Je la regardais à mon tour, calme et résolu. Je ne tremblais pas. Je ne m'excusais pas. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentis pas petite. Ce nom n'était pas une arme. C'était ma liberté. C'était la seule chose que je possédais qu'il n'avait pas ruinée. Il ne réalisait tout simplement pas que la fille qu'il cherchait les avait quittés depuis longtemps. En grandissant dans notre maison à Lyon, j'ai appris une règle très tôt. Le volume était synonyme d'importance. Si tu faisais du bruit, tu existais. Si tu étais silencieux, tu faisais partie des meubles. Ma sœur Vivienne était bruyante. Elle avait un rire qui pouvait briser le verre et une personnalité qui occupait tout l'espace d'une pièce. Elle avait 2 ans de plus que moi, était dramatique, belle et constamment en crise. Si Vivienne se cassait un ongle, toute la maison s'arrêtait de tourner jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Mon frère Benoît était bruyant d'une manière différente. Il était le boute-en-train, l'athlète, le fils prodige. Il avait 1 an de moins que moi, mais il semblait déjà posséder le monde. Quand il entrait dans la cuisine, il claquait les portes, lançait des blagues et chahutait avec notre père. Il exigeait l'attention sans même la demander. Et puis il y avait moi, Clara. Je n'étais pas bruyante. Je ne claquais pas les portes. Je n'avais pas de crise de larmes dramatiques pour des garçons ou des colorations de cheveux. J'aimais les livres. J'aimais la science. J'aimais m'asseoir dans le coin du salon, à les regarder tous tourner les uns autour des autres comme des planètes dans un système solaire chaotique. Je pensais qu'en étant sage, ils me remarqueraient. Je pensais que si je ne causais aucun problème, si j'obtenais des notes parfaites, si je gardais ma chambre propre, ils m'apprécieraient. Je pensais qu'ils me regarderaient en disant « Heureusement que nous avons Clara. Elle nous facilite tellement la vie. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans une famille comme la mienne. Être facile ne faisait que me rendre invisible. Je me souviens surtout de la table du dîner. C'est là que la hiérarchie était la plus claire. Maman servait les spaghettis, le visage rougi par la chaleur de la cuisinière. Papa desserrait sa cravate, fatigué de sa journée au cabinet. Devinez ce qui s'est passé à l'entraînement, criait Benoît en attrapant un petit pain. Le coach a dit que je suis titulaire vendredi. C'est mon garçon, rayonnait papa en lui tapant dans le dos. On sera là, au premier rang. Je partirai plus tôt du travail. Puis Vivienne intervenait, parlant par-dessus Benoît. Moi, il me faut de nouvelles chaussures pour la soirée de samedi. Maman, tu avais promis. Et Jérôme m'a regardé aujourd'hui en biologie, je crois que je vais mourir. Maman se penchait, les yeux pétillants. Raconte-moi tout, ma chérie. Il t'a dit quelque chose? Ils échangeaient ainsi, dans un match de tennis de bruit et d'excitation. Je restais assise là, ma fourchette à la main, attendant une pause, une minuscule brèche dans la conversation où je pourrais me glisser. Je me souviens d'un soir en particulier. J'avais 12 ans. Je venais d'avoir un 20-20 sur un énorme projet d'histoire sur lequel j'avais travaillé pendant 3 semaines. Le professeur avait écrit « Travail exceptionnel », Clara à l'encre rouge en haut de la page. J'avais la feuille pliée sur mes genoux, attendant le bon moment pour leur montrer. J'ai attendu. Benoît a renversé son verre de lait. Maman s'est levée d'un bond pour nettoyer. Vivienne s'est mise à pleurer parce que Benoît s'était moqué de son t-shirt. Papa a allumé la télé pour vérifier le score du match. La brèche n'est jamais venue. Après 20 minutes, j'ai tranquillement plié le papier de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il tienne dans ma poche. Je me suis levé, j'ai porté mon assiette à l'évier et je l'ai lavé. Bonne nuit,
ai-je dit doucement. Bonne nuit, ma chérie, a dit maman, sans lever les yeux de la tâche sur la table. Ils ne m'ont même pas demandé comment s'était passée ma journée. Ils ne savaient pas que j'avais un projet. Ils ne savaient rien. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit que c'était juste une soirée chargée. Je leur trouvais des excuses. Je me suis dit que la prochaine fois, je parlerais plus fort, mais je n'étais pas faite comme ça. Je ne pouvais pas crier pour de l'amour. Je voulais qu'il soit donné librement. La première fois que j'ai réalisé que mon invisibilité était un choix qu'il faisait, et pas seulement un accident, c'était au concours de sciences de 5e. Ce n'était pas juste un devoir. C'était le concours départemental. J'avais construit un modèle complexe d'un système de filtration de l'eau. J'avais passé des heures dans le garage à tester des couches de sable et de charbon. J'en étais fier. La soirée des parents est jeudi à 18h, leur ai-je dit le lundi. On sera là, a dit papa en regardant son téléphone. Jeudi à 18h, leur ai-je rappelé le mardi. On sait, Clara, arrête de nous harceler, a dit maman en coupant des légumes. Jeudi à 18h, ai-je dit le mercredi matin. C'est noté dans l'agenda, ma puce, a dit maman en m'embrassant sur le front. On ne manquerait ça pour rien au monde. Jeudi est arrivé. Je me tenais près de mon panneau d'affichage dans le gymnase de l'école. Je portais mon plus beau chemisier. J'avais mémorisé mes fiches de présentation. Le gymnase était chaud et sentait la cire à parquet et la sueur nerveuse. Les parents des autres enfants ont commencé à arriver. J'ai vu la mère de mon amie Sarah la serrer dans ses bras. J'ai vu des pères prendre des photos de volcans et d'horloges à patates. 18h est passé. 18h15 est passé. Je continuais de surveiller les portes à double battant. Chaque fois qu'elles s'ouvraient, mon cœur bondissait. Je me redressais, prêt à faire un signe, mais ce n'était jamais eux. Les juges sont passés à 18h30. Je leur ai fait ma présentation, seul. Ils ont hoché la tête, pris des notes et sont passés à autre chose. Je les ai vus regarder par-dessus mon épaule, cherchant du regard les parents qui auraient dû se tenir derrière moi, rayonnant de fierté. Il n'y avait personne. À 19h, le concours s'est terminé. J'avais remporté la 2e place. Je tenais mon ruban rouge dans ma main, seul dans la foule qui se clairsemait. Quand je suis finalement sorti sur le parking pour attendre qu'on vienne me chercher, j'ai vu la voiture de papa arriver. Il était 19h30. Je suis monté à l'arrière. La climatisation était à fond. « Salut, ma grande », a dit papa. « Désolé d'être en retard. » Vivienne a eu une crise, a dit maman en se retournant depuis le siège avant. Elle avait l'air agacée, mais pas contre moi, contre la situation. Elle ne trouvait pas sa tenue de pom-pom girl, et elle était hystérique. On a dû retourner toute la maison. Ça a pris une éternité, a ajouté papa. Et puis Benoît avait besoin qu'on le dépose au cinéma. Je les ai regardés. Je tenais le ruban rouge dans ma paume moite. Le concours est terminé, ai-je dit. Ma voix était faible. Oh, zut, a dit maman. Elle avait l'air déçue, mais d'une manière désinvolte, comme si elle avait manqué le début d'un film, pas la grande soirée de sa fille. Eh bien, raconte-nous. Tu as gagné? J'ai eu la 2e place, ai-je dit. C'est bien, ma chérie, a dit maman. On est fiers de toi. Puis elle s'est retournée et a monté le volume de la radio. Ils n'ont pas demandé à voir le ruban. Ils n'ont pas demandé à voir le projet. Ils n'ont même pas proposé d'entrer pour le regarder avant que les concierges ne le jettent. La tenue perdue de Vivienne était une urgence. La soirée cinéma de Benoît était une priorité. Mon projet primé était optionnel. C'est ce mot qui m'est resté en tête. Optionnel. Je leur ai pardonné, bien sûr. J'avais 12 ans. J'avais besoin d'eux. Je me suis dit que c'était juste un mauvais timing. Je me suis dit qu'ils avaient essayé, mais le schéma était établi. Au moment de ma remise de diplôme du bac, j'avais arrêté de demander de l'aide pour mes devoirs. J'avais arrêté d'essayer de raconter des histoires au dîner. J'avais appris à vivre dans le silence. Mais la remise des diplômes, c'était différent. C'était le grand jour. Je n'étais pas major de promotion, mais j'obtenais mon diplôme avec mention. J'allais dans une bonne université à l'automne. C'était la ligne d'arrivée de 18 ans de travail acharné. C'est un grand jour, a dit maman ce matin-là. Elle semblait vraiment excitée.
Elle a pris une photo de moi en toge et mortier sur le porche. On est si fiers de toi, Clara. La cérémonie commence à 10 heures précises, leur ai-je dit. Les portes ferment à 9h45. Vous devez être assis. On sait, a dit papa. On prendra 2 voitures. Vas-y, va te mettre en rang. On amènera Vivienne et Benoît. J'ai conduit jusqu'au stade. J'ai retrouvé mes amis. Nous étions tous nerveux et excités, ajustant nos pompons, vérifiant notre maquillage. Mes parents sont dans la section 102, a dit mon amie Julie. Où sont les tiens? J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message. Je suis entré dans l'arène. J'ai balayé les gradins du regard. Je savais où ils étaient censés s'asseoir. J'avais acheté les billets des mois à l'avance. J'avais encerclé la section sur le plan pour eux. Siège vide. La musique a commencé. La marche solennelle. Nous avons entamé la lente procession dans l'allée. J'ai regardé à nouveau, toujours vide. Peut-être qu'ils étaient juste en retard. Peut-être qu'ils étaient coincés dans le couloir. J'ai assisté au discours. J'ai regardé des centaines de noms être appelés. J'ai regardé des parents se lever, crier, souffler dans des cornes de brume, pleurer. Quand ils ont appelé les noms de famille en F, mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Clara Elisabeth Fournier. J'ai traversé la scène. J'ai serré la main du proviseur. J'ai pris mon diplôme. J'ai regardé la rangée spécifique où ma famille était censée se trouver. Elle était toujours vide. J'ai senti un engourdissement froid se propager dans ma poitrine. Ce n'était plus une douleur aiguë. C'était un poids sourd et lourd. J'ai descendu les escaliers et suis retourné à ma place. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé la couverture en faux cuir du porte-diplôme. Je les ai rejoints sur le parking 45 minutes plus tard. Maman tenait un gobelet de café. Papa tenait un gobelet de café. Vivienne tenait un café frappé. Oh mon Dieu, Clara. Maman a couru vers moi. On est tellement désolé. Le trafic sur la 7 était un cauchemar. On a été bloqué pendant 1 heure. On vient littéralement d'arriver, a dit Vivienne en sirotant sa boisson. C'était horrible. J'ai regardé les gobelets dans leurs mains. Le café sur la 7 est à 5 minutes dans la direction opposée du stade. S'ils avaient été coincés dans les embouteillages en venant ici, ils n'auraient pas eu le temps de s'arrêter pour un café. Ils s'étaient arrêtés. Ils avaient fait la queue. Ils avaient commandé des boissons compliquées et ils l'avaient fait pendant que je traversais la Seine. Vous l'avez manqué, ai-je dit. On sait, ma chérie. On se sent terriblement mal, a dit maman. Mais elle n'avait pas l'air mal. Elle avait l'air caféinée et légèrement rougie par la chaleur. Mais on est là maintenant. Faisons quelques photos. Montre ton diplôme, a dit papa en sortant son téléphone. Je l'ai brandi. J'ai souri. J'avais pratiqué ce sourire pendant des années. C'était le sourire d'une fille qui ne veut pas faire de scène. Magnifique, a dit maman. Bon, qui a faim? Allons déjeuner. Benoît veut des burgers. Je suis monté dans la voiture. J'ai bu le thé glacé qu'ils m'avaient acheté en guise de consolation. Ils avaient manqué la remise de mon diplôme pour un café. Et le pire, c'est que je les ai laissés s'en tirer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le thé sur le tableau de bord. J'ai juste hoché la tête et dit, les burgers, ça me va. J'étais l'enfant invisible. Et je commençais à réaliser que la seule personne qui pouvait me voir, c'était moi. Partir à l'université, c'était comme s'échapper d'une pièce sans oxygène. J'ai choisi l'université de la Méditerranée à Marseille. Ce n'était qu'à 3 heures de Lyon, mais j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Je me souviens d'avoir chargé ma voiture le matin de mon départ. Papa était au travail. Benoît dormait encore. Vivienne était sortie avec des amis. Maman se tenait dans l'allée, une tasse de café à la main. Conduis prudemment, ma chérie, a-t-elle dit. Appelle-nous quand tu arrives. Je le ferai, ai-je répondu. Elle n'a pas pleuré. Elle ne m'a pas serré fort dans ses bras en refusant de me laisser partir. Elle a juste fait un signe de la main comme si j'allais faire les courses au lieu de quitter sa maison pour toujours. J'ai conduit ces 3 heures en silence, regardant le paysage provençal défiler. Je me sentais seul, oui,
Mais je ressentais aussi un étrange sentiment de soulagement. À Lyon, j'attendais constamment d'être remarqué et j'étais constamment déçu. À Marseille, personne ne me connaissait. Je pouvais être n'importe qui. À l'université, je me suis plongé dans mes études. J'ai choisi la biologie. Je passais mes vendredis soirs à la bibliothèque. J'ai rejoint des groupes de recherche. J'ai trouvé un petit groupe d'amis qui me ressemblait. Calme, motivé et sérieux. J'ai rencontré Alexandre en 2e année. Il étudiait l'ingénierie. Il était gentil. Il m'écoutait quand je parlais. Il se souvenait des choses que je lui disais. Si je disais que j'aimais un certain type de biscuit, il arrivait avec 3 jours plus tard. C'était déroutant pour moi au début. Je n'étais pas habitué à ce que les gens se souviennent des petits détails de ma vie. Mais même si je construisais une nouvelle vie, je ne pouvais pas abandonner l'ancienne. Je voulais toujours l'approbation de ma famille. Je voulais toujours qu'ils soient fiers de moi. J'ai donc développé un système. Je l'ai appelé le système de notification infaillible. Je me suis dit que la raison pour laquelle il manquait des choses quand j'étais enfant était due à une mauvaise communication. Peut-être que je ne le rappelais pas assez. Peut-être que je n'étais pas assez clair. J'ai donc traité ma famille comme un projet professionnel. Si j'avais un événement à venir, j'envoyais un texto de réservation de date 3 mois à l'avance. Puis un appel de rappel 1 mois avant. Puis un texto de confirmation 1 semaine avant. Et enfin une vérification frénétique la veille. Je pensais que si je faisais tout le travail, il n'aurait qu'à se présenter. Le premier test de mon système fut la cérémonie de remise des prix d'excellence du doyen pendant ma 2e année. J'étais l'une des 10 étudiants de toute l'université à recevoir une bourse spéciale pour le potentiel de recherche. C'était un événement énorme. J'ai envoyé le premier texto en février, 10 avril, 19h. Grand amphithéâtre. Tenue de soirée. Maman a répondu, notez. On est si fiers. J'ai appelé en mars. Je vérifie juste que vous êtes toujours disponible pour le 10, ai-je dit. Bien sûr, Clara, a dit maman. On a réservé un hôtel. J'ai senti une vague d'espoir. Ils avaient réservé un hôtel. Cela signifiait qu'ils étaient sérieux. J'ai envoyé un texto 1 semaine avant. Hâte de vous voir samedi. Papa a répondu avec un emoji pouce levé. Samedi est arrivé. La cérémonie était magnifique. Il y avait des lustres, des serveurs avec des plateaux de champagne et des professeurs en toge. J'ai mis une robe noire que j'avais achetée avec mon propre argent. Je me suis coiffé. Je me sentais comme une adulte. Je me sentais digne. À 17h, 2 heures avant la cérémonie, mon téléphone a sonné. C'était maman. Salut, ma chérie, a-t-elle dit. Sa voix était tendue. Je connaissais ce ton. C'était le ton de la crise. Où êtes-vous? Ai-je demandé. Vous êtes à l'hôtel? En fait. On est toujours à Lyon, a-t-elle dit. Mon estomac s'est noué. Quoi? La cérémonie commence dans 2 heures. Vous ne pouvez pas faire la route en 2 heures. Je sais, a-t-elle soupiré. C'est juste que Benoît a eu un petit accrochage ce matin. Est-ce qu'il va bien, ai-je demandé, ma prise sur le téléphone se resserrant. Oh, il va très bien. Pas une égratignure, a-t-elle dit rapidement. Mais la voiture est abîmée et il était tellement secoué. Il était vraiment bouleversé, Clara. Il n'arrêtait pas de pleurer. On ne pouvait tout simplement pas le laisser seul en ce moment. J'ai fermé les yeux. Benoît avait 20 ans. C'était un adulte. Il avait abîmé sa voiture et il allait bien. Vous ne venez pas, ai-je déclaré. On se sent terriblement mal, a dit maman. Mais tu comprends, n'est-ce pas? La famille passe avant tout. On ne peut pas laisser ton frère quand il est en détresse. La famille passe avant tout. L'ironie avait un goût de cendre dans ma bouche. La famille passait en premier pour eux. Mais je n'étais pas considéré comme de la famille de la même manière que Benoît. J'étais la branche étendue. J'étais le supplément optionnel. C'est bon, ai-je dit. Ma voix était robotique. On se rattrapera, a-t-elle promis. On viendra te voir le week-end prochain. On t'emmènera dans un bon restaurant. D'accord, ai-je dit. Embrasse Benoît pour moi. J'ai raccroché.
Je suis entré seul dans le grand amphithéâtre. Quand mon nom a été appelé, j'ai traversé la scène. J'ai serré la main du doyen. J'ai regardé le public. J'ai vu Alexandre assis au dernier rang. Il m'a fait un signe de la main. Mais les sièges que j'avais réservés pour la famille Fournier étaient vides. Encore une fois. Ils ne sont pas venus le week-end suivant. Maman a eu une migraine. Ils ne sont pas venus le week-end d'après. Papa avait un tournoi de golf. Le schéma se solidifiait en béton. En 3e année de licence, j'ai présenté mon projet de thèse. J'ai réessayé. S'il vous plaît, venez, ai-je supplié au téléphone. C'est juste une présentation d'1 heure. Ça détermine si je suis accepté en doctorat. On essaiera, a dit papa. Dans ma famille, on essaiera est un code pour non. Quand ils ne sont pas venus cette fois-là, je n'ai même pas reçu d'appel. J'ai reçu un texto à 21 heures ce soir-là. Désolé d'avoir manqué ça. Vivienne a rompu avec Marc, et on l'a consolé toute la journée. J'espère que ça s'est bien passé. Je t'aime. Les ruptures de Vivienne étaient des jours fériés nationaux chez nous. Mes moments décisifs pour ma carrière étaient des inconvénients. Cet été-là, je suis rentré à la maison pendant 1 semaine. J'ai essayé de leur en parler. J'ai fait asseoir maman à la table de la cuisine. Maman, ça me blesse vraiment quand vous manquez mes événements, ai-je dit. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais elle a vacillé. J'ai l'impression que vous ne vous en souciez pas. Maman a posé sa tasse de café. Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et d'agacement. Oh, Clara, a-t-elle soupiré. Pourquoi faut-il toujours que tu sois si sensible? Je ne suis pas sensible, ai-je dit. Vous avez manqué ma cérémonie de remise de prix. Vous avez manqué ma présentation de thèse. Vous avez manqué ma remise de diplôme. Nous avons une vie bien remplie, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Nous avons 3 enfants, Clara. On ne peut pas être partout à la fois. Pourquoi comptes-tu toujours les points? C'est très peu séduisant. Je ne compte pas les points, ai-je murmuré. Je veux juste que vous veniez. On fait de notre mieux, a-t-elle dit en se levant. La conversation était terminée. Tu dois apprendre à laisser passer les choses. Tu t'accroches à ces rancunes, et ça te rend malheureuse. Sois simplement heureuse que ton frère et ta sœur aillent bien. Elle s'est éloignée pour répondre à son téléphone. C'était Vivienne. La voix de maman a instantanément changé, passant d'agacée à mielleuse. Salut, mon bébé. Tu vas bien? Tu as besoin que je vienne? Je suis restée assise là, dans le silence de la cuisine, à regarder les grains de poussière danser dans la lumière du soleil. Ils n'étaient pas occupés. C'était le mensonge que je m'étais raconté pendant des années. Ils n'étaient pas débordés. Ils avaient beaucoup de temps. Ils avaient beaucoup d'énergie. Ils conduisaient des heures pour les matchs de Benoît. Ils passaient des jours à aider Vivienne à décorer son appartement. Ils planifiaient des vacances. Ils allaient à des fêtes. Ils organisaient des barbecues. Ils avaient le temps. Ils n'avaient juste pas de temps pour moi. J'étais l'enfant qui ne demandait rien, celle qui ne criait pas. Et parce que je ne criais pas, ils supposaient que je n'avais besoin de rien. Ils supposaient que je serais toujours là, attendant sur la touche, reconnaissante pour les miettes d'attention qu'ils me jetaient. Je suis retourné à l'université cet automne-là avec une lourdeur dans les os. J'ai arrêté d'appeler aussi souvent. J'ai arrêté de partager chaque petite note, mais je m'accrochais encore à une dernière lueur d'espoir. Je me suis dit, peut-être que si c'est assez grand, peut-être que si je fais quelque chose de vraiment spectaculaire, ils finiront par se réveiller. Je travaillais pour ma soutenance de thèse, le titre de docteur, la plus haute distinction dans mon domaine. Je me suis dit, ce sera la bonne. Ils ne peuvent pas manquer ça. Personne ne manque le jour où son enfant devient docteur. J'avais tort. Je ne le savais pas encore, mais le barbecue approchait. Et ce barbecue serait le couteau qui couperait enfin le cordon. La dernière année d'un doctorat n'est pas seulement un travail acharné. C'est un test d'endurance. Ça vous brise. Vous passez des jours au laboratoire, des nuits à regarder des données et des week-ends à réécrire le même paragraphe 50 fois. C'est une montagne solitaire et épuisante à gravir. Mais je l'ai gravie. J'ai fait le travail. 8 mois avant ma soutenance finale, j'avais la date bloquée. Dans le monde universitaire,
une soutenance de thèse n'est pas un rendez-vous flexible. Vous devez vous coordonner avec 5 professeurs différents, le chef de département et l'administration de l'université. Une fois cette date fixée, elle est gravée dans le marbre. Le 22 avril, 15 h. J'ai traité cette date comme un mariage royal. J'ai envoyé des invitations physiques. J'ai envoyé des emails. J'ai créé un groupe de discussion avec ma famille spécifiquement pour les mises à jour. C'est le grand jour, leur ai-je dit lors de notre appel de Noël. Le 22 avril. C'est le jour le plus important de ma carrière. S'il vous plaît, mettez-le dans vos agendas maintenant. C'est noté, Clara, a dit papa, l'air ennuyé mais consentant. 22 avril. On sera là. Je suis si fier de ma petite intello, a plaisanté Benoît. On viendra te voir être intelligente. Je les ai vraiment crus. Je me suis dit que c'était trop gros pour qu'il le manque. Même eux ne pouvaient pas ignorer ça. Février est passé. Mars est arrivé. J'étais en pleine préparation, dormant à peine, buvant trop de café. Puis 3 semaines avant la soutenance, mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un message de groupe de Benoît. Salut la famille, qui est prêt pour le premier barbecue de printemps annuel des Fourniers? Je viens d'acheter cet énorme fumoir dont je parle tout le temps. Le 22 avril à 14 h chez moi. Côte de bœuf, merguez et bière. Soyez là. J'ai fixé l'écran. J'ai essuyé mes lunettes, pensant que j'avais mal lu la date. 22 avril. Ma soutenance était à 15 h. La maison de Benoît était à Lyon. Mon université était à Marseille. Il y a 3 heures de route entre les deux. Il était physiquement impossible d'être aux 2 endroits. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai tapé une réponse immédiatement. Benoît, c'est le jour de ma soutenance de thèse. C'est à 15 h à Marseille. Tu te souviens, j'ai envoyé les invitations il y a des mois. J'ai regardé les 3 petits points apparaître pendant qu'il écrivait. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. Bah, le fumoir est déjà livré ce matin-là, et j'ai invité une 30aine de personnes. Viens après. La fête durera toute la nuit. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il ne suggérait pas de déplacer le barbecue. Il suggérait que je manque son barbecue. Il ne réalisait même pas qu'il demandait à nos parents de choisir. Je l'ai appelé. Benoît, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Tu dois le déplacer. Maman et papa ne peuvent pas être à 2 endroits à la fois. Clara, détends-toi, a-t-il ri. C'est juste un barbecue. Pourquoi es-tu si stressé? Ce n'est pas juste un barbecue pour moi, ai-je dit. J'ai besoin de maman et papa à Marseille à 15 h. Si ta fête commence à 14 h à Lyon, ils ne viendront pas me voir. Ils resteront pour la nourriture. Tu es parano, a-t-il dit. Les gens peuvent faire les deux. On est dans un pays libre. Il a raccroché. Il s'en fichait. Pour lui, mon doctorat n'était qu'un truc d'école alors que sa côte de bœuf était un événement. J'ai appelé maman. Sûrement, elle arrangerait ça. Elle était la mère. Elle contrôlait l'emploi du temps. Maman, tu as vu le message de Benoît, ai-je demandé. Oui. Ce fumoir a l'air énorme, a-t-elle dit joyeusement. Il est si excité. Maman, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. C'est le même jour que ma soutenance. Le 22 avril. Il y eut une pause sur la ligne. Une longue et lourde pause. Oh, a-t-elle dit. Eh bien, c'est un conflit. Ce n'est pas un conflit, ai-je dit. Je vous l'ai demandé il y a 8 mois. Il vous l'a demandé aujourd'hui. Tu dois lui dire de le déplacer ou tu dois lui dire que vous ne pouvez pas y aller. Elle a soupiré. Ce long soupir là ce qu'elle utilisait chaque fois que je demandais quelque chose de raisonnable. Clara, ma chérie, ne sois pas dramatique. On ne peut pas lui dire d'annuler. Il a déjà invité ses amis. Ce serait impoli. Donc, ce n'est pas impoli de manquer la soutenance de doctorat de votre fille, ai-je demandé. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Maman, c'est la fin de mes études. Je deviens docteur. On sait, a-t-elle dit d'un ton apaisant. Écoute, on va trouver une solution. Peut-être qu'on peut passer chez lui pendant 1 heure pour voir le fumoir, dire bonjour à tout le monde, puis conduire jusqu'à Marseille.
J'ai fait le calcul dans ma tête. S'ils allaient chez Benoît à 14 heures, même s'il ne restait que 10 minutes, le trajet jusqu'à Marseille durait 3 heures. Ils arriveraient à 17 heures. Ma soutenance serait terminée à 17 heures. C'est impossible, ai-je dit. Vous la manquerez. Tu es si négative, a-t-elle lâché. Pourquoi supposes-tu toujours le pire de nous? On a dit qu'on trouverait une solution. Ne peux-tu pas simplement lui dire non, ai-je demandé. Juste pour cette fois. Ne peux-tu pas me choisir? Ce n'est pas une compétition, Clara, a-t-elle crié. Arrête d'essayer de diviser cette famille. On vous aime tous les deux. On vous soutiendra tous les deux. Maintenant, je dois te laisser. Vivienne est sur l'autre ligne. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans mon petit appartement, entourée de piles de manuels de biologie et de brouillons imprimés de ma thèse. J'ai regardé le calendrier sur mon mur. Le 22 avril était entouré en marqueur rouge. J'avais dessiné des smilés autour. Maintenant, le regarder me donnait la nausée. Pendant les 2 semaines suivantes, je leur ai envoyé des rappels par texto. Je leur ai envoyé l'adresse de l'université. Je leur ai envoyé les instructions de stationnement. S'il vous plaît, quittez Lyon avant 11 heures pour éviter le trafic, ai-je écrit. On essaiera, a répondu papa. N'oubliez pas, 15 heures précises, ai-je texté. On sait, Clara, arrête de nous harceler, a répondu maman. Mais je voyais les publications sur Facebook. Je voyais Benoît poster sur le menu. Je voyais Vivienne commenter. Hâte. Je prépare la salade de pommes de terre. Ils planifiaient le barbecue. Ils achetaient les ingrédients. Ils discutaient des marques de bière. Personne ne discutait de ma thèse. Personne ne demandait quel était mon sujet. Personne ne demandait si j'étais nerveuse. J'ai alors réalisé qu'ils n'étaient pas confus. Ils n'étaient pas mauvais en planification. Ils avaient fait un choix. Benoît leur offrait du plaisir. Il leur offrait de la nourriture, de l'alcool et des rires dans leur propre jardin. Je leur offrais un long trajet en voiture, une présentation académique sérieuse et un dîner tranquille. Ils ont choisi le plaisir. Ils ont choisi le bruit. Mais je m'accrochais encore à une minuscule et stupide lueur d'espoir. Je pensais que peut-être, le jour J, ils réaliseraient. Peut-être que maman se réveillerait en disant « On ne peut pas manquer le grand jour de Clara ». J'étais si stupide. Le matin du 22 avril s'est levé avec un ciel bleu clair. C'était un temps parfait pour un trajet en voiture. C'était aussi un temps parfait pour un barbecue. Je me suis réveillé à 6 heures. Mon estomac était noué. Aujourd'hui était l'aboutissement de 5 ans de sang, de sueur et de larmes. J'ai pris une douche et j'ai mis le tailleur que j'avais acheté spécialement pour ce jour. Il était bleu marine, élégant et professionnel. J'ai attaché mes cheveux en un chignon serré. Je me suis regardé dans le miroir. Docteur Clara Fournier. Ça sonnait bien. Ça sonnait fort. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de texto de ma famille. Pas de bonne chance. Pas de on est en route. J'ai envoyé un dernier message au groupe de discussion à 8 heures. Je pars pour le campus pour m'installer. N'oubliez pas, c'est le bâtiment Pasteur, salle 304. Conduisez prudemment. À 15 heures. Silence radio. J'ai conduit jusqu'à l'université. Je suis allé à l'amphithéâtre. J'ai installé mon ordinateur portable. J'ai testé le projecteur. J'ai disposé les documents sur la table. Mon directeur de thèse, le professeur Lambert, est entré à 14 heures. Nerveuse, Clara, a-t-il demandé gentiment. Un peu, ai-je menti. Je n'étais pas nerveuse pour la science. Je connaissais ma recherche sur le bout des doigts. J'étais nerveuse pour les 5 chaises vides au premier rang. J'avais placé des panneaux réservés dessus, réservés pour la famille. 14h30 est arrivé. Les étudiants ont commencé à affluer. Mes amis sont arrivés. Alexandre était là, portant une cravate, me souriant. Il m'a fait un pouce levé. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Rien. 14h45, la salle se remplissait. D'autres professeurs arrivaient. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant le parking. Je cherchais le SUV argenté de papa. Je priais pour le voir arriver. Mon téléphone a vibré dans ma main.
J'ai sursauté. J'ai regardé l'écran. C'était un texto de maman. Salut ma chérie. Le trafic était mauvais pour arriver chez Benoît. Et puis papa s'est mis à discuter avec oncle Gérard. Et on a juste perdu la notion du temps. On est tous là à manger des merguez. C'est une super fête. On va rester ici et célébrer avec tout le monde. Bonne chance pour ton discours. Envoie-nous une vidéo. Je l'ai lu 2 fois. On va rester ici. Il n'était pas sur la route. Ils n'étaient pas coincés dans les embouteillages en route pour Marseille. Ils étaient à Lyon, au barbecue. Ils n'avaient jamais eu l'intention de venir. Ils n'étaient même jamais montés dans la voiture. Puis une photo est arrivée. C'était un selfie. Maman, papa, Vivienne et Benoît. Ils tenaient des gobelets en plastique rouge. Ils riaient. La fumée du barbecue tourbillonnait autour d'eux. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air complets. Ils ne ressemblaient pas à des gens à qui il manquait une fille. J'ai levé les yeux du téléphone. J'ai regardé les 5 chaises vides avec les panneaux réservés. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un claquement bruyant. C'était silencieux, comme une brindille sèche qui se casse sous une botte lourde. Pendant des années, j'avais supplié. J'avais rappelé. Je les avais poursuivis. J'avais essayé d'être assez bonne, assez intelligente, assez brillante pour mériter leur attention. Je pensais que si j'accomplissais juste une chose de plus, ils finiraient par me regarder. Mais ils mangeaient des merguez à 3 heures de route. Je me suis dirigé vers le premier rang. Mon directeur de thèse m'a regardé. Tout va bien, Clara? Ils sont en retard? Non, ai-je dit. Ma voix était stable. Ça m'a surprise. Ils ne viennent pas, je me suis penché et j'ai arraché les papiers réservés et des chaises. Je les ai froissés en boule dans mon poing. Tout le monde peut s'asseoir ici, ai-je dit aux étudiants debout au fond. S'il vous plaît, prenez place. Je suis allé à la poubelle et j'ai jeté les papiers froissés. J'ai éteint mon téléphone. Je ne l'ai pas seulement mis en silencieux. Je l'ai complètement éteint. Je ne voulais pas voir leurs fausses excuses plus tard. Je ne voulais plus voir de photos de la fête. Je me suis dirigé vers le podium. Je me suis tenu devant la salle. J'ai regardé la mer de visages, professeurs, étudiants, inconnus, des gens qui ne partageaient pas mon ADN, mais qui m'avaient assez respecté pour arriver à l'heure. J'ai pris une profonde inspiration. Bonjour, ai-je dit. Je m'appelle Clara, et aujourd'hui, je vais vous présenter ma recherche sur la régénération cellulaire. J'ai fait la présentation de ma vie. Je n'ai pas bégayé. Je n'ai pas tremblé. J'ai répondu à chaque question avec précision. J'ai maîtrisé la salle. Pendant les 2 heures suivantes, Clara, la fille, n'existait pas. Elle était partie. Seule la docteure Fournier existait. Quand j'ai terminé, il y a eu un moment de silence, puis des applaudissements. De vrais applaudissements bruyants. Le professeur Lambert rayonnait. Les membres de mon jury hochaient la tête avec approbation. Félicitations, docteur Fournier, a dit le chef de département en me serrant la main. C'était excellent. J'ai souri. Merci. Je suis sorti du bâtiment Pasteur sous le soleil de fin d'après-midi. L'air était chaud. Le campus était calme. Je me suis assise sur un banc dehors et j'ai rallumé mon téléphone. 40 notifications, pas d'appel, juste des photos du groupe de discussion. Benoît au barbecue, Vivienne tenant un chiot, maman et papa dansant, et un texto de papa. J'espère que ça s'est bien passé. Assure-toi de bien dîner. J'ai regardé le message. Assure-toi de bien dîner. Comme si j'étais une étrangère. Comme si j'étais une connaissance qu'ils avaient rencontrée une fois à une conférence. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. J'ai réalisé alors que j'étais orpheline. J'avais des parents. J'avais des frères et sœurs, mais j'étais orpheline. J'étais orpheline depuis longtemps. Je ne me l'étais simplement pas avoué. Je me suis levé. Je suis allé à ma voiture. Je ne suis pas rentré chez moi pour attendre le rappel. Je ne suis pas allé au magasin d'alcool pour noyer mon chagrin. Je suis allé sur le site du tribunal sur mon téléphone et j'ai cherché les heures d'ouverture du greffe. Ils avaient choisi leur fête. Maintenant, j'allais choisir ma vie. J'en avais fini de supplier.
J'en avais fini d'attendre. J'ai conduit jusqu'à un café tranquille où Alexandre m'attendait avec des fleurs. Il a vu mon visage et il a su. Il n'a pas demandé où ils étaient. Il m'a juste serré dans ses bras. Je suis la docteur Fournier, ai-je murmuré contre son épaule. Je sais, a-t-il dit. Je t'ai vu. Tu étais incroyable. Je vais le changer, ai-je dit. Il s'est reculé et m'a regardé. Changer quoi? Mon nom, ai-je dit. Je ne suis plus une Fournier. Les Fourniers ne viennent pas. Et j'en ai fini d'être la seule à le faire. Cette nuit-là, après qu'Alexandre m'eut déposé, je ne suis pas allé dormir. Je me suis assise à la table de ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert. L'écran brillait d'une lueur blanche dans la pièce sombre, la seule lumière dont j'avais besoin. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai intitulé « Transition ». À l'intérieur, j'ai commencé à télécharger des formulaires. Demande de changement de nom, formulaire de la sécurité sociale, demande de mise à jour du permis de conduire à la préfecture, autorisation de transfert de compte bancaire. Ce n'était pas un montage dramatique et larmoyant comme dans les films. Je ne pleurais pas en découpant de vieilles photos. Je ne jetais rien. C'était calme. C'était méthodique. C'était juste de la paperasse. Mais chaque case que je cochais, c'était comme si je coupais une chaîne. J'ai fixé la ligne qui demandait mon nouveau nom. J'y avais pensé longtemps, inconsciemment. J'avais toujours admiré ma grand-mère, Marthe Garnier. C'était la mère de ma mère, mais elle ne ressemblait en rien à sa fille. Marthe était calme, forte et observatrice. C'était la seule qui se souvenait de mon anniversaire sans rappel. Elle était décédée il y a 2 ans et elle me manquait tous les jours. Mais je ne voulais pas être une Garnier, c'était encore lié à eux. J'avais besoin de quelque chose qui m'appartienne entièrement. J'ai pensé au mot Rousseau. C'était le nom d'un philosophe que j'adorais, Jean-Jacques Rousseau, un homme qui écrivait sur la liberté, l'identité et la force de l'individu. Ça sonnait solide. Ça sonnait comme un nom qui ne pouvait pas être ignoré. Je l'ai tapé. Clara Rousseau. Je l'ai regardé à l'écran. Ça semblait juste. Ça me ressemblait. Le lendemain matin, je suis allé au tribunal. Je portais à nouveau mon tailleur. J'ai passé les portiques de sécurité, pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage et fait la queue au guichet du greffe. Changement de nom, a demandé le greffier, sans lever les yeux. Oui, ai-je dit. Motif? J'ai hésité une seconde. Le formulaire avait une case pour le motif. J'aurais pu écrire préférence personnelle. J'aurais pu écrire dissociation de la famille. J'ai pris le stylo et j'ai écrit en lettres capitales soignées, nouvelle VIE. J'ai payé les frais de dossier. J'ai prêté serment. J'ai signé les documents. Une semaine plus tard, le juge a signé l'ordonnance. C'était officiel. Au moment où j'ai tenu ce papier timbré dans ma main, Clara Fournier a cessé d'exister. Elle était un fantôme. Elle était la fille qui attendait près de la porte des parents qui ne venaient jamais. Elle était la fille qui mendiait de l'attention. Clara Rousseau était différente. Clara Rousseau ne mendiait pas, Clara Rousseau était docteur en biologie. Clara Rousseau avait un avenir. Je ne leur ai rien dit. C'était la partie la plus importante du plan. Si je leur avais dit, ils en auraient fait une affaire personnelle. Maman aurait pleuré en disant que j'étais dramatique. Papa se serait mis en colère en disant que je manquais de respect à l'héritage familial. Benoît aurait fait des blagues. Vivienne aurait dit que je faisais ça juste pour attirer l'attention. Je ne voulais pas de leur bruit. Je voulais le silence. Clara Rousseau est donc née tranquillement. Pas de faire-part, pas de publication sur Facebook, pas de message. Je suis allé à la banque. J'ai fermé mes anciens comptes, ceux auxquels mes parents avaient accès depuis mon adolescence. J'en ai ouvert de nouveaux dans une banque complètement différente. Je suis allé au service des ressources humaines de l'université. Je dois mettre à jour mes dossiers, leur ai-je dit. Mon diplôme doit être imprimé avec mon nouveau nom légal. L'administrateur a regardé l'ordonnance du tribunal. Rousseau. Oui, ai-je dit. Docteur Clara Rousseau. D'accord, nous allons mettre à jour votre email et votre badge. Les regarder déchiqueter mon ancien badge, c'était comme regarder une vieille peau être jetée. J'ai commencé à chercher des emplois hors de la région.
J'ai postulé à un laboratoire de recherche à Lille. C'était à plus de 1000 kilomètres. C'était pluvieux, vert et loin de la chaleur écrasante du sud et de la chaleur étouffante de ma famille. J'ai reçu l'offre d'emploi 3 jours plus tard. Ils voulaient que je commence dans un mois. J'accepte, ai-je dit. J'ai signé le bail d'un petit appartement à Lille. J'ai réservé les déménageurs. Tout avançait. Tout se mettait en place. Et pendant tout ce temps, mon téléphone est resté silencieux. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le barbecue. Il n'avait pas appelé. Il n'avait pas envoyé de message pour demander comment s'était passée la soutenance. Il supposait que, comme je ne m'étais pas plainte, tout allait bien. Il supposait que j'étais juste occupé ou que je boudais et que je m'en remettrais comme toujours. Il ne savait pas que je ne boudais pas. Je partais. L'acte physique de partir est facile. Vous mettez des choses dans des boîtes. Vous les fermez avec du ruban adhésif. Vous chargez un camion. L'acte numérique de partir est plus difficile, mais il est beaucoup plus satisfaisant. 3 jours avant de déménager à Lille, je me suis assise pour faire la purge finale. C'était la disparition. J'ai ouvert ma liste de contacts sur mon téléphone. Maman, supprimé. Papa, supprimé. Benoît, supprimé. Vivienne, supprimé. Je ne les ai pas seulement supprimés. J'ai bloqué leur numéro. S'ils appelaient, ils tomberaient directement sur un message d'erreur. S'ils envoyaient un message, ils disparaîtraient dans le vide. Je suis allé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je ne les ai pas seulement retirés de ma liste d'amis. J'ai bloqué chaque personne qui leur était liée. Tante, oncle, cousin, ami de la famille, quiconque pourrait être un espion, quiconque pourrait leur rapporter ma localisation. Puis j'ai désactivé complètement mes comptes. J'en ai créé de nouveaux sous le nom de Clara Rousseau. Pas de photo de profil, paramètres de confidentialité verrouillés. Seul Alexandre et mes nouveaux collègues ont été ajoutés. J'ai changé mon adresse email. L'ancienne, clarafournier@gmail.com, était inondée de spam et de chaînes de groupes familiales de toute façon. J'ai mis en place une réponse automatique pour les contacts professionnels. Veuillez noter ma nouvelle adresse, dr.clara.rousseau@email.com. Je n'ai pas fait suivre les emails familiaux. J'ai laissé cette boîte de réception mourir. J'ai appelé mon propriétaire à Marseille. Je déménage le 30, ai-je dit. Je laisserai les clés dans la boîte aux lettres. Avez-vous une adresse de réexpédition pour votre caution, a-t-il demandé. Gardez la caution, ai-je dit. Je ne veux pas que du courrier soit réexpédié. Je ne voulais pas qu'ils puissent me retrouver via la poste. Je ne voulais pas qu'une carte de changement d'adresse atterrisse dans leur boîte aux lettres. Enfin, j'ai fait ma valise. Toute ma vie tenait dans le coffre et sur la banquette arrière. Je me suis tenu une dernière fois dans mon appartement vide à Marseille. Il résonnait. Ce n'était que des murs blancs et une moquette beige. On aurait dit que personne n'y avait jamais vécu. C'était le but. Je suis monté dans ma voiture et j'ai commencé à conduire vers le nord. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Quand j'ai quitté la région PACA, j'ai senti un poids physique se soulever de ma poitrine. C'était comme enlever un lourd sac à dos que je portais depuis l'âge de 5 ans. J'étais libre. Je suis arrivé à Lille 2 jours plus tard. Il pleuvait. L'air sentait les pins et la terre humide. C'était frais et calme. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement. C'était un loft avec de grandes fenêtres donnant sur la ville. J'ai acheté de nouveaux meubles. J'ai acheté des plantes. J'ai acheté des œuvres d'art que j'aimais, pas ce qui était populaire ou ce que ma mère aurait approuvé. J'ai commencé mon travail. Mes collègues m'ont présenté comme la docteure Rousseau. Personne n'a posé de questions sur ma famille. Personne n'a demandé pourquoi je ne rentrais pas chez moi le week-end. Ils m'ont juste accepté tel que j'étais, une scientifique compétente, calme et travailleuse. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas. Je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les 5 minutes. Je ne répétais pas des disputes dans ma tête. Je préparais mon café le matin, me tenais près de la fenêtre et regardais la pluie. J'avais un dossier dans mon classeur intitulé Identité. À l'intérieur se trouvait mon ordonnance de changement de nom, ma nouvelle carte de sécurité sociale et mon nouveau passeport. J'ai glissé la lettre du tribunal confirmant le changement de nom dans la pochette avant. J'ai touché le sceau en relief du tribunal.
Pas de drame, pas de dispute, pas de lettres larmoyantes laissées sur le comptoir de la cuisine. J'avais simplement exercé mon droit de disparaître. Je savais qu'il finirait par s'en rendre compte. On ne peut pas ignorer une personne disparue pour toujours. Mais je connaissais aussi ma famille. Ils étaient égocentriques. Ils étaient occupés par leur propre vie bruyante. Il leur faudrait un certain temps pour réaliser que la silencieuse était partie. Et quand ils le réaliseraient enfin, il serait trop tard. Le pont n'était pas seulement brûlé. Je l'avais démoli, déblayé les décombres et construit une nouvelle ville de l'autre côté. Je coupais les ponts avec ma propre famille, et c'était la chose la plus saine que j'ai jamais faite. Il leur a fallu 6 semaines. 6 semaines, c'est 42 jours. Pendant 42 jours, ma famille n'a pas réalisé que j'étais parti. Ils n'ont pas réalisé que j'avais quitté mon appartement. Ils n'ont pas réalisé que j'avais quitté mon emploi à Marseille. Ils n'ont pas réalisé que j'avais quitté la région. J'imagine qu'ils pensaient que j'étais juste d'humeur maussade. Ils se sont probablement dit, « Oh, Clara boude à cause du barbecue. Laissons-la se calmer. Elle reviendra en rampant quand elle voudra de l'attention. » Ils étaient habitués à ce que j'attende. Ils étaient habitués à ce que je sois en pause jusqu'à ce qu'ils soient prêts à appuyer sur play. Mais le silence s'est prolongé et, finalement, des choses pratiques ont commencé à se gripper. La première vague m'a atteinte un mardi matin à mon nouveau bureau à Lille. J'analysais des échantillons au microscope quand le téléphone de mon bureau a sonné. C'était la ligne interne. Docteur Rousseau, c'était Sarah DRH. Oui, Sarah. Bonjour, j'ai une situation un peu étrange. Nous venons de recevoir un appel d'une femme prétendant être votre mère. Elle était très insistante. Elle voulait vérifier votre emploi ici, mais elle a demandé Clara Fournier. Ma main s'est figée sur le bouton de mise au point du microscope. Que lui avez-vous dit, ai-je demandé. Ma voix était calme, mais mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Eh bien, je lui ai dit que nous n'avons pas d'employé de ce nom, a dit Sarah. Parce que c'est le cas. Vous êtes la docteur Rousseau. Mais elle a commencé à s'énerver. Elle a dit, je sais qu'elle est là. Elle a posté une photo de la pluie. Je voulais juste vérifier avec vous. Connaissez-vous cette personne? J'ai fermé les yeux. Ils traquaient mes réseaux sociaux. Ou plutôt, ils essayaient. J'avais tout verrouillé, mais peut-être avais-je posté une photo générique de la météo qu'un ami commun avait vue. C'est une femme courageuse, ai-je dit. Mais je n'ai aucun contact avec elle. Veuillez ne lui donner aucune information à mon sujet. Ma localisation et mes données personnelles sont privées. Compris, a dit Sarah, professionnelle. Je vais bloquer le numéro. J'ai raccroché. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Ils chassaient. Ils n'appelaient pas pour s'excuser. Ils appelaient pour me localiser. Ils voulaient reprendre le contrôle. 2 jours plus tard, la deuxième vague a frappé. J'ai reçu un email de mon ancien propriétaire à Marseille. Il est arrivé sur mon ancien compte email poubelle, que je vérifiais une fois par mois. Sujet, votre famille. Bonjour, Clara. Juste pour information. Votre frère et votre père sont passés à la résidence aujourd'hui. Ils martelaient votre ancienne porte. Ils ont fait peur aux nouveaux locataires. Ils ont exigé de savoir où vous aviez déménagé. Je leur ai dit que je ne savais pas et que vous n'aviez pas laissé d'adresse de réexpédition. Ils semblaient très en colère. Tout va bien? Ils avaient conduit jusqu'à mon appartement. Ils s'attendaient à me trouver assise là, à les attendre. Et au lieu de cela, ils ont trouvé une coquille vide, un étranger vivant dans mon espace. La réalité les frappait enfin. Je n'ignorais pas seulement leurs textos. J'étais parti. Cette nuit-là, j'ai décidé de faire quelque chose de difficile. Je suis allé à mon tiroir et j'ai sorti mon ancienne carte SIM. Je l'ai mise dans un vieux téléphone prépayé que j'avais acheté à cet effet précis. Je voulais voir les preuves. Je l'ai allumé. Le téléphone a vibré, vibré et vibré. Il a vibré sur la table comme un frelon en colère pendant 5 bonnes minutes. 83 appels manqués, 112 messages textes, 15 messages vocaux. J'ai parcouru les textos. C'était une chronologie fascinante de leurs émotions. Semaine 1 à 3, silence. Ils étaient heureux que je ne les dérange pas. Semaine 4, salut, pas de nouvelles.
Tu as manqué le dîner d'anniversaire de maman. Pas sympa. Vivienne. Semaine 5, Clara, arrête d'être dramatique. Décroche le téléphone. Maman. Semaine 6, la phase de panique, où es-tu? Je suis allé à ton appartement et quelqu'un d'autre y vit. Benoît. Appelle-moi immédiatement. Ce n'est pas drôle. Papa. On a appelé ton université. Ils ont dit que tu n'y travaillais plus depuis un mois. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Tu ne peux pas juste disparaître. Tu nous dois une explication. Vivienne. J'ai lu ce dernier à voix haute dans la pièce vide. Tu nous dois. J'ai ri. C'était un son sec, sans humour. Je ne leur devais rien. Je leur avais donné 30 ans d'efforts. Je leur avais donné mon enfance, ma patience et mon estime de soi. Ils avaient tout pris et m'avaient donné des chaises vides en retour. J'ai écouté un message vocal. C'était de ma mère. Sa voix semblait frénétique, mais pas inquiète. Elle semblait offensée. Clara, c'est ridicule. Nous sommes ta famille. On ne s'éloigne pas comme ça de sa famille. On n'a rien fait pour mériter ça. Alors, on a manqué une petite réunion. Passe à autre chose. Rappelle-moi tout de suite, jeune fille. Une petite réunion. C'est ce qu'était ma soutenance de thèse pour elle. Une réunion. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas tapé une longue explication de mes sentiments. Je ne leur ai pas dit que j'étais en sécurité. Je ne leur ai pas dit que j'étais heureuse. J'ai sorti la carte SIM du téléphone. Je suis allé à la poubelle de la cuisine. Je l'ai jetée dedans. Je suis resté dans l'ombre pendant 8 mois. J'ai construit une vie à Lille. J'avais un café préféré. J'ai eu une promotion au travail. J'avais Alexandre qui m'avait rejoint 3 mois après mon départ. Nous étions heureux, mais le passé a une façon de vous rattraper une dernière fois. J'ai vu la nécrologie en ligne. Je consultais encore occasionnellement les nouvelles de Lyon, une habitude que je ne pouvais pas briser. Marthe Garnier, 1945 à 2026. Ma grand-mère, la seule personne dans cette maison qui m'avait jamais regardé dans les yeux et m'avait vraiment vu. C'est elle qui m'achetait des kits de science quand mes parents m'achetaient des poupées. C'est elle qui murmurait, « Tu vas faire de grandes choses, Clara », quand je pleurais dans la salle de bain pendant les fêtes de Vivienne. Je devais y aller. Pas pour eux, pour elle. Je viens avec toi, a dit Alexandre, faisant son sac avant même que je ne demande. Ça va être terrible, les jeux prévenus. Ils vont faire une scène. Laisse-les faire, a dit Alexandre. Tu n'es plus Clara la victime. Tu es la docteure Rousseau, et tu n'es pas seule. Nous avons pris l'avion pour Lyon le matin des funérailles. L'air était chaud et collant, un rappel de tout ce que j'avais fui. Nous avons conduit jusqu'à la chapelle. Mon estomac était noué, mais mes mains étaient stables. Je n'avais plus 12 ans. Je n'étais plus la fille qui attendait qu'on vienne la chercher. J'étais une femme qui s'était conduite ici elle-même. Nous sommes entrés dans l'église. Elle était pleine. Ma famille était au premier rang. J'ai vu l'arrière de leur tête, le cou épais de Benoît, les cheveux blonds parfaitement coiffés de Vivienne, les épaules tremblantes de maman, le costume rigide de papa. Je ne suis pas allé vers eux. Je ne leur ai pas tapé sur l'épaule. Je suis allé au registre de condoléances. J'ai pris le stylo. Docteur Clara Rousseau. Je l'ai signé à l'encre noire et grasse. Puis je me suis dirigé vers l'avant, mais pas pour m'asseoir avec eux. Je suis allé jusqu'au cercueil. J'ai posé une seule rose blanche dessus. Au revoir, grand-mère, ai-je murmuré. Merci de m'avoir vu. Je me suis retourné. C'est là qu'ils m'ont vu. La chapelle est devenue silencieuse. C'était le genre de silence qui aspire l'air de la pièce. Ma mère a eu un hoquet. C'était bruyant et théâtral. Elle s'est levée, sa main volant à sa bouche. Clara. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé le programme dans sa main. Le directeur des pompes funèbres avait imprimé les noms des survivants. Je l'avais appelé personnellement il y a 2 jours pour m'assurer que mon nom était correctement orthographié. Survécu par sa fille, Laura, et ses petits-enfants, Vivienne, Benoît et la docteure Clara Rousseau. La voix de ma mère a craqué dans l'air. Tu as changé de nom. Ce n'était pas de l'incrédulité.
C'était une accusation. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Toute la congrégation, tante, oncle, voisin, me fixait. Mon père s'est levé à côté d'elle. Son visage était rouge. C'est une blague? Tu reviens après un an de silence et tu changes de nom? As-tu la moindre idée de l'embarras que tu nous causes? Tu as changé de nom, a répété maman, sortant du banc. Elle s'est approchée de moi, secouant le programme. Pourquoi ferais-tu ça? Pour me blesser? Pour nous contrarier? Elle ramenait les funérailles de ma grand-mère à elle-même, tout comme elle avait ramené ma remise de diplôme au trafic, tout comme elle avait ramené ma vie à son confort. Je l'ai regardée. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme. J'ai réalisé que je ne la détestais pas. Je n'avais juste pas besoin d'elle. Je ne l'ai pas fait pour te blesser, maman, ai-je dit. Ma voix était claire. Je n'ai pas crié. Je lui ai parlé comme si je parlais à une étrangère. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'un nom qui appartienne à quelqu'un qui se présente. Nous sommes ta famille, a-t-elle sifflé, les larmes coulant sur son visage. Nous t'aimons. Comment peux-tu dire que nous ne nous présentons pas? Le 22 avril, ai-je dit. Ma soutenance de thèse. Vous êtes allé à un barbecue. Oh, pour l'amour de Dieu, Clara, a crié Vivienne depuis le banc. C'était un seul jour. Tu t'accroches encore à ça? Tu es si égoïste. Ce n'était pas un seul jour, ai-je dit. C'était toute une vie de jours. C'était le concours de sciences. C'était la remise des diplômes. C'était chaque moment où vous avez choisi le bruit plutôt que moi. J'ai fait un pas en arrière. Alexandre s'est avancé à côté de moi, sa main sur le bas de mon dos. Tu n'es pas la bienvenue pour faire une scène ici, a dit papa, s'avançant agressivement. Je ne fais pas de scène, ai-je dit. Je suis venu dire au revoir à ma grand-mère. C'était la seule qui savait qui j'étais. Je les ai regardés une dernière fois. J'ai mémorisé leur visage. Pas avec amour, pas avec colère, mais avec finalité. Je prenais une photo mentale d'une vie que je ne vivais plus. Au revoir, ai-je dit. Tu ne peux pas juste partir. A hurlé maman. Clara Fournier, reviens ici. Je me suis arrêté aux lourdes portes en chêne. Je me suis retourné. Ce n'est pas mon nom, ai-je dit doucement. Et je suis sorti dans la lumière du soleil. Retourner à Lille, c'était comme se réveiller d'un rêve fiévreux. Au moment où l'avion a atterri, le nœud dans ma poitrine s'est dénoué. La pluie tombait, douce et grise, lavant la chaleur collante du sud. Je suis retourné au travail le lundi. J'ai enfilé ma blouse blanche. J'ai regardé mon badge d'identité. Docteur Clara Rousseau. Ce n'était pas juste un nom sur un morceau de plastique. C'était un bouclier. Ma famille a essayé de me contacter quelques fois après les funérailles. Quelques emails en colère ont réussi à passer les filtres anti-spam. Une lettre est arrivée sans adresse d'expéditeur, juste 5 pages de l'écriture de ma mère détaillant à quel point j'étais ingrate. Je ne l'ai pas lue. Je l'ai mise directement dans la déchiqueteuse. J'ai regardé le papier se transformer en confetti. Je ne les détestais pas. La haine demande de l'énergie. La haine exige que l'on s'en soucie. J'avais atteint un état d'indifférence. Ils n'étaient que des gens que j'avais connus. Ils étaient les personnages d'une triste histoire que j'avais fini de lire. 6 mois plus tard, un mardi soir, j'étais assise sur mon balcon avec Alexandre. Nous buvions du café. Les lumières de la ville de Lille scintillaient en contrebas. Ça va, a demandé Alexandre. Il a tendu la main et a pris la mienne. Oui, ai-je dit. Et je le pensais. Est-ce qu'il te manque, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. J'ai vraiment cherché la réponse dans mon cœur. Le bruit me manquait-il? Le sentiment d'être invisible me manquait-il? La mendicité me manquait-elle? Non, ai-je dit. L'idée de me manque. La famille que je voulais qu'ils soient me manque, mais qui ils sont vraiment ne me manque pas. Il a serré ma main. Eh bien, tu m'as, moi, tu as l'équipe du labo et tu t'as, toi. J'ai souri. J'avais passé toute ma vie à essayer de me contorsionner pour m'adapter à leur puzzle. J'avais essayé d'être plus petite, plus silencieuse, plus facile. J'avais pensé que si je disparaissais suffisamment, ils finiraient par me chercher. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à vous aimer en disparaissant.
On ne peut que se sauver soi-même en partant. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était chaud, amer et parfait. La paix est une chose étrange. Elle n'est pas bruyante. Ce n'est pas une célébration. C'est juste l'absence de douleur. C'est la confiance tranquille de savoir que personne ne va vous oublier parce que vous ne vous êtes pas oublié vous-même. Je suis Clara Rousseau. Je suis une scientifique. Je suis une femme qui a tourné le dos à un barbecue pour devenir docteur. Et pour la première fois en 30 ans, je suis exactement là où je suis censé être. Ils ont oublié ma remise de diplôme exprès. Alors, j'ai réécrit mon nom exprès. J'ai appris à mes dépens que le sang ne fait pas la famille. La loyauté fait la famille. Être présent fait la famille. Si vous êtes l'enfant invisible, si vous êtes celui qui attend toujours près de la porte, si vous êtes celui qui mendie des miettes d'attention, arrêtez. N'attendez pas qu'il vous voie. Voyez-vous vous-même. Faites les cartons. Changez de nom. Conduisez la voiture. Parce que la seule personne que vous devez rendre fière est celle qui vous regarde dans le miroir.